Les entretiens du marquis, bonjour. D'abord, je voudrais vous remercier pour tous ces messages d'encouragement. C'est vraiment très sympathique de votre part. Et puis, vous soutenez cette chaîne et je vous en remercie du fond du cœur. Aujourd'hui, professeur Raoult est-il victime de la diabolisation? Alors, vous connaissez un petit peu ce terme diabolisation. C'est un moyen de tuer celui qui porte un message important. Pour qu'il ne soit pas entendu par le plus grand nombre, on va faire en sorte de s'acharner sur lui, de le qualifier de termes fantaisistes pour que les gens se disent « Oh là là, je ne peux pas écouter le professeur Raoult, non, non, ça ne peut pas être quelqu'un de bien ». Alors, la diabolisation, c'est un procédé totalitaire, et ce que nous constatons, c'est qu'en effet, le professeur Raoult est victime d'un acharnement de la part de certains journalistes. Je laisse de côté ses confrères, puisque leur controverse, j'ai envie de dire, elle est normale, dans un état de droit. Non, non, ce qui est important, c'est surtout les journalistes qui vont faire en sorte de s'acharner sur lui. Et vont d'ailleurs souvent lui prêter des propos qu'il n'a pas tenus, ou des responsabilités qu'il n'a pas, dans une sorte d'inversion accusatoire. On a souvent entendu que c'était la faute du professeur Raoult s'il y a eu des échecs du gouvernement. Vous imaginez que quelqu'un qui gère un hôpital à Marseille est responsable de la politique gouvernementale. C'est totalement absurde. Le professeur Raoult ne peut pas être tenu pour responsable des errements de Véran, de Castex et de Macron. Alors, on est obligé de constater qu'à chaque fois que le professeur Raoult a un interview dans la presse un peu fracassant, qui nous donne une information de première importance, vous avez tout de suite la contre-attaque avec des reportages à charge très malveillants contre lui. Bon, nous avons vu une attaque de Mediapart sur une vidéo extrêmement courte qui a valu d'ailleurs une réaction de la part de l'association Bon Sens qui a porté plainte, ce qui d'ailleurs a obligé Mediapart à enlever son tweet. Parce qu'il était évidemment diffamatoire. Alors, de la calomnie, de la calomnie, de la calomnie, il en restera toujours quelque chose. Dans cette diabolisation, je vais... Alors, la diabolisation du professeur Raoult, il y aura énormément de choses à dire, mais il y a trois termes qui reviennent de manière récurrente dans la bouche de ses adversaires. C'est d'abord qu'il ne représente pas la majorité des scientifiques, et ça va même jusqu'à dire qu'il est tout seul à penser ce qu'il dit. Il y a une conséquence à cela, puisqu'il y a un embrayage de la part de d'autres adversaires qui n'hésitent pas à dire qu'il est fou, voire qu'il est un charlatan. Alors on a vraiment une diabolisation du professeur Raoult, et des fois on se demande, mais qu'est-ce qu'il a fait le professeur Raoult pour mériter une telle diabolisation? Je l'interroge souvent mes amis, je leur dis, mais vous n'aimez pas le professeur Raoult, mais pour quelle raison? Arrivez-moi à articuler. Et les gens ne savent pas. Et c'est là où on voit qu'on a un vrai travail de propagande. Quand une personne est capable d'agresser le professeur Raoult sans arriver à articuler un raisonnement, c'est qu'il est lui-même victime de cette propagande. C'est-à-dire qu'on lui a inséré de manière inconsciente des éléments de langage qu'il va restituer, mais il ne sait pas exactement pourquoi. Certains vont nous parler d'hydroxychloroquine, mais à la rigueur, ça serait trompé sur les hydroxychloroquines. Je n'affirme pas qu'il soit trompé ou pas, non, je dis, imaginons. Est-ce que ça fait de lui un personnage méprisable d'avoir voulu essayer de soigner des gens? Quel est son crime en fait? Quel est son délit? C'est un peu la même chose que Djokovic. Arrivez-moi à articuler un délit. Eh bien, il n'y en a pas. Donc, il est intéressant maintenant de s'intéresser à ses adversaires. Alors, je vais laisser de côté Raphaël Handoffen qui nous avait expliqué que l'hydroxychloroquine était aussi efficace que des fraises Tagada. Je lui ai déjà fait un sort dans une précédente vidéo, je ne vais pas revenir dessus. Je vais m'intéresser à Edoui Plenel et son journal Mediapart. Edoui Plenel jouit dans la profession de journaliste d'une bonne aura quand on s'adresse à la sphère un petit peu de gauche. Parce qu'il a de nombreux critiques, par contre, chez les journalistes de droite. Je voudrais rappeler que, suite à un livre, La face cachée du monde, Edoui Plenel et Jean-Marie Colombani ont dû quitter la direction du journal Le Monde. Et à l'intérieur de ce livre, La face cachée du monde, on apprenait de drôles de choses. Alors revenons un petit peu en arrière, qui est cet Edoui Plenel? Alors Edoui Plenel est un ancien trotskiste.
Alors il dit aujourd'hui qu'il ne l'est plus, mais il a conservé quand même quelques amitiés, et c'est un personnage au passé très trouble, non seulement parce qu'il a travaillé pour des revues d'extrême gauche, mais il a été aussi, et ça les gens souvent l'ignorent, il a travaillé pour le journal de la police. Il a été correspondant pour le ministère de l'Intérieur. Le résultat, c'est qu'il a énormément d'amitié avec ce qu'on appelait autrefois la LRG ou la DGSI. De nombreuses affaires qu'il a pu mettre, par exemple, à la une du Monde, voire de Mediapart, ce n'était souvent que des manipulations venues des RG ou de la DGSI. Il se targue souvent d'être un journaliste d'investigation. Non, il n'est pas un journaliste d'investigation. Il est plutôt le réceptacle de coups tordus venus de la police ou de Dieu sait quoi. Parce que l'affaire, par exemple, Cahuzac avait été montée de toutes pièces par un certain groupe, j'en parlerai pas parce que je connais bien ce groupe, qui avait des intérêts à faire tomber Cahuzac. Et Louis Plenel a repris des informations qui dataient de 8-9 ans. Donc vous voyez que Edoui Plenel n'est pas du tout le journaliste qu'il se prétend. D'ailleurs, au journal Le Monde, il a monté quelques coups qui se sont révélés tout simplement de fausses informations. C'était des fake news et il servait manifestement des gros intérêts. C'est ce qu'avait révélé d'ailleurs Pierre Péan dans La face cachée du monde. Je parle sous la tutelle évidemment de Pierre Péan. Par la suite, quand il entre au Monde, il va être au service d'Édouard Balladur, il va faire sa campagne, et c'est ce qui va d'ailleurs lui valoir le livre de Pierre Péan, La face cachée du monde. Et Pierre Péan va plus ou moins révéler que le Monde se met au service de lobby, ou qu'il fait du lobbying, et qu'il reçoit à ce titre de l'argent. Autrement dit, Edoui Plenel, est-ce qu'on pourrait affirmer comme Pierre Péan, ça, je ne sais pas moi qui l'affirme, c'est Pierre Péan, c'est un journaliste qui se vend au plus offrant. En fait, c'est ce qu'avait plus ou moins dit Pierre Péan. Quand il a monté son journal Mediapart, il a eu des mystérieux donateurs qui lui ont donné des millions d'euros. On n'a jamais trop su qui était derrière. Pierre Péan, notamment dans son journal, avait plus ou moins accusé Edoui Plenel d'être au service de la CIA. Ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'Edoui Plenel, il y a cette rumeur qui court depuis de longues années qu'il servirait les intérêts de la CIA. Rumeur qui d'ailleurs a été mise en procès, et on n'a jamais trop su quelle était la vérité. En tous les cas, il sert certainement des intérêts parce que lorsqu'un journaliste de son journal, Mediapart en ligne, écrit un article sur les effets secondaires du vaccin, Edoui Plenel le révoque de la sphère Mediapart. Ce journaliste, c'est Laurent Mukieli, qui est un chercheur au CNRS. Vous voyez que déjà, il est très pro-vaccin et il n'hésitera pas donc à taper sur le professeur Raoult pendant ces 2 ans de crise du Covid. Alors, moi ce qui est intéressant, c'est que Edoui Plenel, il est très proche de ce qu'on appelle le milieu enfermiste. Ce sont des gens qui prennent toujours plus de restrictions, qui sont tout le temps, qui jouent sur le virus de la peur, qui terrorisent les personnes âgées pour, on l'a bien vu dans les précédentes vidéos, essentiellement pour faire en sorte qu'ils votent Macron. Et je trouve ça très ambigu de la part de Plenel, d'être dans ce narratif en quelque sorte. Alors, on va reprendre les principales critiques que l'on a contre Raoult sur cette diabolisation. Si vous étiez conseiller de communication d'Emmanuel Macron, on dirait il faut taper sur Raoult, eh bien vous allez essayer de faire surgir des images du professeur fou. Le professeur fou, c'est le professeur, le scientifique un peu inquiétant, celui qu'on trouvait dans Dr Frankenstein, Dr Folamour, toute la littérature d'ailleurs de science-fiction. Vous avez un professeur méchant dans son laboratoire qui veut être tout puissant. Eh bien, on essaie de réactualiser ce genre de représentation dans le cerveau des Français qui regardent le journal télévisé ou qui lisent le journal Mediapart. 3 éléments. Le professeur Raoult serait seul, en fin de compte, sur sa position. Il n'y aurait que lui qui dirait ce genre de choses. Il serait à moitié fou, bien sûr, et ce serait un charlatan. Ce sont 3 éléments qui vont être martelés dans la presse mainstream pour discréditer le professeur Raoult. Alors, on va commencer par la première accusation. Il serait tout seul à penser ce qu'il dit. Si on détruit cette accusation,
le fait qu'il soit fou et charlatan ne fonctionne plus. Alors seul, le professeur Raoult n'est absolument pas seul. Il y a toute une série de scientifiques qui pensent comme lui, même s'il y a évidemment des différences en fonction des spécialités, des caractères, des tempéraments. Mais le professeur Raoult n'est pas du tout quelqu'un qui, quand il est devant les caméras, va vous donner une information qu'il a trouvée tout seul dans son laboratoire, par exemple. Si vous êtes familier des vidéos de l'IHU, vous savez que généralement, le professeur Raoult argumente à partir d'études internationales. Le professeur Raoult, c'est quelqu'un qui est connecté d'abord avec tous les autres infectiologues, c'est quelqu'un qui lit très souvent la presse scientifique et qui se fait l'écho des principales recherches, qu'il confronte à sa propre expérience. Donc le fait qu'il pense ces choses-là tout seul dans son coin, c'est n'importe quoi. Je donne l'exemple par exemple, c'est pas terrible ça, il nous a dit que la vaccination pouvait faire augmenter l'épidémie, que ce serait une sorte de booster d'épidémie, hein, c'est sa thèse, et il l'expliquerait par la présence d'ADE. Les ADE, ce sont les anticorps facitants. Alors, ces anticorps facitants, contrairement aux anticorps bloquants, les anticorps bloquants, c'est ce qui va bloquer le virus du Covid. L'anticorps facitant, c'est celui qui va l'accueillir. Hein, c'est ce que j'ai compris, d'ailleurs, d'une conférence, non pas du professeur Raoult, mais de Jean-Marc Sabatier, qui est spécialiste en microbiologie, c'est un domaine un peu compliqué, à l'université d'Aix-en-Provence. Le vaccin, ah oui, il y aurait peut-être, de temps en temps, de ces anticorps facitants. Moi, je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas juger, mais vous voyez, Jean-Marc Sabatier en avait parlé, il y a de nombreuses études qui vous expliquent ce genre de phénomène, des études danoises, allemandes, des japonais travaillent dessus, donc c'est un ensemble d'infectiologues, de chercheurs qui travaillent sur les ADE. Le professeur Raoult, comme il a un hôpital et qu'il a une base de données, peut dire, ah bah tiens, moi aussi, je remarque que peut-être que là, en regardant une courbe, on a ces ADE. Vous voyez, c'est pas du tout quelqu'un qui est tout seul dans son coin et qui va dire n'importe quoi. Je pense au professeur Bridle à un moment donné qui avait expliqué l'histoire de la protéine spike, je ne vais pas rentrer sur les détails, mais j'avais eu un compte rendu comme quoi on avait l'impression que le professeur Bridle c'était un vieux fou qui vivait dans une forêt canadienne au milieu des grizzlies et des caribous, quoi. Et en fait, quand on tape sur Wikipédia, c'est lui qui a le plus gros laboratoire du Canada et c'est lui qui avait été choisi justement pour étudier les effets du vaccin. Donc vous voyez souvent cette diabolisation, c'est un procédé qui va évidemment sur d'autres savants. Et donc, ce Mediapart va continuer dans la calomnie, dans l'accusation à charge, en faisant croire qu'il faisait des essais sur la tuberculose, avec des médicaments qui étaient interdits, ce qui est absolument dingue, qu'il n'a pas su voir la deuxième vague. Alors la deuxième vague, c'est normal, parce qu'en épidémiologie, ça n'existe pas. Le professeur Raoult avait expliqué que s'il y avait une deuxième vague, c'était une mutation du virus, et c'est lui d'ailleurs qui avait repéré pour la première fois les mutations du virus de ce Covid. Voilà, le professeur Raoult, j'allais oublier, souvent menacé de mort, hein, et notamment d'un médecin qui avait de gros conflits d'intérêts, et lorsqu'on a supprimé les essais sur l'hydroxychloroquine, il faut se souvenir, c'est à partir d'un article dans le Lancet qui s'est révélé un faux grossier. Véran a coupé les essais sur la chloroquine suite à un article qui s'est révélé un faux grossier. Alors vous voyez que quand on accuse le professeur Raoult, il faut être honnête hein, et ne pas dire n'importe quoi. Il faut lui donner la parole. Et c'est ça peut-être, je voudrais terminer ma vidéo là-dessus. N'oubliez jamais, quand vous avez un article à charge, c'est une diabolisation. Si vous ne donnez pas la parole au professeur Raoult et qu'il ne peut pas se défendre, eh bien, c'est que vous avez affaire à de la diabolisation. Alors je pense que vous êtes tous d'accord que le professeur Raoult ne mérite pas ce traitement, sans faire de mauvais jeu de mots. Et oui, les journalistes sont souvent des propagandistes au service des puissants. A bientôt pour une nouvelle vidéo.